Santé pieds, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un live exceptionnel avec un kiné que je vais inviter tout de suite. On va parler d'un sujet qui vous intéresse énormément. Renforcement des pieds et de la cheville avec un kiné qui nous rejoint tout de suite. Hello Florian, Salut, comment tu vas? ça va bien et toi? Parfait, parfait, merci. Bon, C'est le pied. j'adore. Merci d'avoir trouvé un petit modèle. C'est top pour montrer. J'ai une petite voix aujourd'hui. Faut pas me juger. Alors, en attendant les gens, bienvenue. Je voulais te poser une petite question, Florian. Est-ce que tu as une petite histoire insolite à nous raconter et que tu as entendue en consultation? Oui, j'ai une histoire insolite par rapport à un patient qui s'est fait une entorse de cheville. Pour moi, je trouve que c'est une façon assez très bête de le faire puisque ça lui est arrivé lors de sa demande en mariage. Donc, du C'est coup, pas il a mis vrai. le genou à terre et en mettant le genou à terre, l'autre pied était en appui et là, il s'est tordu et fait une entorse de cheville en faisant sa déclaration de mariage, quoi. Donc, voilà. C'est Bon, incroyable. l'avantage, c'est qu'elle a quand même dit oui. Alors, on ne sait pas si elle a dit oui par pitié ou par, du coup, parce que bon, je pense qu'elle l'aimait vraiment. Mais voilà, quand il m'a raconté ça, j'étais quand même plié en deux lors de la consultation. Ouais. Du coup, le petit conseil, c'est qu'il faut renforcer ses pieds avant Voilà, de faire une demande en mariage. exactement, exactement. Donc pour tous ceux qui veulent faire une demande en mariage et pas avoir ce genre de problème, effectivement, il faut mieux renforcer ses chevilles et ses pieds. Ouais. Et ben, c'est le sujet d'aujourd'hui en plus. Donc aujourd'hui, on va parler de renforcement des pieds et de la cheville, donc pour éviter tout ce qui est entorse de cheville, etc. Avant de commencer, donc bienvenue à tous. J'envoie des petits coucous à tout le monde. Merci d'être là. Je me présente rapidement. Je suis Jeanne, créatrice de Santé Pied. Santé Pied, c'est une communauté sur Insta dont vous faites partie et aussi une marque de produits développée avec des professionnels. Et je te laisse te présenter, Florian, s'il te plaît. Oui, alors merci déjà de m'avoir accueilli et de faire mon premier live Instagram pour moi. Donc, je suis très content de faire ça avec toi. Je suis Florian Breteau, du coup, j'ai 38 ans, je suis kinésithérapeute et ostéopathe et j'exerce sur Bordeaux. Je suis diplômé depuis 2010, donc ça fait plus de 15 ans que j'exerce ce métier. J'ai également développé une application, voilà, à destination des professionnels de santé, que ce soit des kinés, des podologues, des médecins et des chirurgiens, afin que les patients puissent retrouver les exercices à faire, du coup, à domicile, sous forme de vidéo explicative. Donc voilà, c'est une application qui permet de mettre en lien les professionnels et leurs patients et de retrouver les exercices pour les accompagner jusqu'à leur maison. Euh, voilà, Excellent. c'est dans ce cadre-là. C'est une belle présentation. Merci. Juste pour vous rappeler, du coup, le sujet d'aujourd'hui pour les personnes qui viennent d'arriver, on parle de renforcement des pieds et de la cheville. Dans la deuxième partie, Florian, qui est kiné, va vous montrer des exercices à faire chez vous. Donc, ça va être super intéressant. Avant de commencer, est-ce qu'on pourrait parler du pied en général et surtout pourquoi on doit renforcer le pied et la cheville, du coup? Oui, tout à fait. Bah, le pied, c'est la base essentielle d'une bonne posture, hein, quand même, hein. On est des bipèdes et du coup, on repose sur nos pieds. Et du coup, avoir un pied, bah, c'est fort, c'est au-delà d'éviter des entorses ou éventuellement des pathologies du pied. Ça va permettre aussi d'avoir une bonne posture, une bonne statique et d'éviter tous les troubles fonctionnels qu'on peut avoir aux étages supérieurs. Ça a des problèmes de genoux, des problèmes de dos et voilà, on peut remonter comme ça jusqu'au cervical. Donc, avoir un pied fort, au-delà de faire de la prévention pour les pathologies du pied, eh bien, ça a aussi un impact global sur la posture. Ok, Ça, c'est un élément essentiel. tout à fait, je suis d'accord là-dessus. Et est-ce qu'il y a des signes d'un pied qui serait un peu plus faible ou d'une cheville qui serait faible?
Oui, bah déjà, je pense que tout le monde va pouvoir bien sentir que lorsqu'on a une instabilité du pied, on va avoir des problèmes d'équilibre, hein. Ça peut être des fois être le premier facteur, le problème de stabilité lorsqu'on est en appui sur sa jambe et qu'on n'arrive pas à maintenir son équilibre. Ça peut être un signe d'alerte. Ensuite, des fois, des usures prématurées de la chaussure d'un côté ou de l'autre vont montrer que justement on a un appui qui est peut-être défectueux et que ça peut être corrélé à un problème de stabilité au niveau du pied. Donc il y a tous ces petits signes d'alerte qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille, nous dire que oui, effectivement, on peut avoir un problème de stabilité au niveau du pied et de la cheville. Ok, donc c'est pas forcément avoir une douleur quand on a un Non, problème. non, justement, j'aimerais peut-être que dans ce live-là, on va parler forcément de douleur et tout ça, mais des fois, le pied est non douloureux, mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas le traiter. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas en prendre soin, même quand on n'a pas de douleur ou qu'on n'a pas de pathologie présente au niveau du pied. C'est très important d'avoir justement une bonne stabilité, un bon renforcement du pied pour avoir un impact sur l'ensemble du corps, ok, et aussi pour prévenir l'arrivée d'éventuelles pathologies. La prévention, je pense que c'est quelque chose qu'on oublie énormément, et encore plus en France que certainement dans d'autres pays. Et on est trop souvent dans le curatif, je l'ai souvent dans mon cabinet, et pas assez dans la prévention. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit développer. Et j'espère que ce live-là aidera les gens à pas venir en consultation me voir parce que j'ai déjà trop de monde. On va éviter ça. Mais ok, donc si je comprends bien, faut pas attendre d'avoir Des des douleurs. douleurs Non. pour Mm. te dire qu'il faut commencer à faire des exercices. Alors, j'ai une podologue, bon pied. Il faudrait peut-être dissocier l'instabilité musculo-ligamentaire et la perte de mobilité qui vont pas mener aux mêmes exercices. On va en venir plus tard, je crois. Oui, 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 très bonne remarque. Déjà, on va rentrer dans le vif du sujet. Là, on est peut-être juste en phase d'introduction et on détaillera bien sûr les différences entre la stabilité ligamentaire des pertes de mobilité éventuelles. Ouais, tout à fait. Mm. Donc, c'est vrai que quand on a eu une entorse, on va parler d'entorse. Donc, Mhm. on a parlé un petit peu de ce que c'est un pied fort, de la prévention. Et pour continuer un petit peu la prévention, quand on a des entorses, donc c'est un signe d'avoir un pied faible, j'imagine. C'est une des conséquences de l'entorse. Ouais. Quand on a une entorse, du coup, on va avoir une inhibition musculaire qui va être liée à la lésion ligamentaire. Parce qu'une entorse, c'est quoi? Une entorse, c'est une lésion ligamentaire, hein. C'est la définition même d'une entorse. Il faut savoir qu'il y a plus de 6000 entorses par jour en France, hein, donc c'est assez énorme. Et que la vraie problématique se passe qu'il va y avoir près de 70%, entre 40 et 70% de ces entorses qui vont récidiver et qui vont passer dans une vraie instabilité au niveau du pied. Et ça va être un vrai problème. Et donc, lorsqu'on a une entorse, effectivement, on a ce problème ligamentaire, cette lésion ligamentaire, et elle va être corrélée à suite de cette lésion à tout un cercle de douleurs, d'inflammations qui vont provoquer une perte de force musculaire. Et donc, on va souvent se retrouver avec des chevilles qui, si elles ne étaient pas déjà trop faibles, et c'était peut-être un des facteurs qui a causé l'entorse, si ce n'est pas le cas, ça va en tout cas être une conséquence même de la survenue de l'entorse. Ça va être cette perte de force musculaire. Ok. Est-ce que tu peux nous montrer avec le modèle que tu as, quand on a une entorse, qu'est-ce qui se passe avec le pied? Voilà. Alors, mon pied a peu de mobilité parce que c'est un pied qui est non articulé, mais la plupart des entorses vont concerner du coup cette partie externe de la cheville. Là, c'est la malléole externe, la malléole fibulaire, et on va avoir une accroche ligamentaire sur le talus qui est là. C'est le principal ligament de l'entorse, le ligament talofibulaire antérieur pour les professionnels de santé qui sont avec nous ce soir. Ok, ce ligament ici, lors d'une inversion, d'un mouvement latéral, ok, il va du coup être lésé. Cette lésion peut aller jusqu'à la rupture de l'entorse et c'est ça qui va poser problème. On va être obligé d'amener sa cicatrisation et le renforcement ensuite du pied.
Voilà. Anatomiquement parlant, du coup, un pied, il a besoin d'être mobile pour pouvoir propulser, pour pouvoir être stable dans sa marche. Et donc, en fait, on a déjà anatomiquement un petit souci, en fait. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup d'entorses externes. C'est qu'on n'a que deux muscles. Là, on ne voit pas les muscles, mais on va avoir que deux muscles qui vont protéger la cheville, qui sont le long et le court fibulaire de façon externe. Ok, ces deux muscles-là, voilà, versus en interne où du coup, on va avoir trois muscles qui vont être présents, qui vont être le tibial postérieur, le long fléchisseur de l'hallux et le long fléchisseur des orteils. Donc voilà, externe, deux muscles pour assurer la stabilité, interne, trois muscles. Donc déjà, rien que par cette petite disposition anatomique, on a justement cette instabilité qui va être responsable de cette prépondérance des entorses externes. Ok, super intéressant. Donc, finalement, avoir un pied, ça serait quoi d'après toi? Avoir un pied fort, avoir un bon Ouais. pied fort, ça va être avoir une capacité donc de ces muscles extrinsèques qu'on appelle du coup long et court fibulaire pour l'externe, à l'intérieur aussi, hein, il faut qu'il soit bien stimulé et on a eu trop tendance à s'arrêter à ces deux types de muscles-là. Mais en dessous du pied, on va avoir plein de muscles aussi qui vont permettre d'assurer la stabilité de l'avant-pied et donc continuer le fait de stabiliser l'ensemble du pied. Hein. Donc on va avoir vraiment deux types d'exercices pour en revenir après à notre démonstration pratico-pratique. On va avoir des exercices qui vont du coup s'intéresser aux muscles externes, comme on appelle, hein, voilà, qui sont donc je l'ai dit, les fibulaires et ceux de la version de la partie interne. Et puis ensuite, les muscles qu'on a sous le pied qui vont permettre de gainer le pied et d'assurer la stabilité. Bienvenue à tous. Euh, ok, donc là-dessus, c'est assez clair. Et en fait, je me demandais toujours quand une personne est là, un problème à cause des muscles qui vont pas, qui sont affaiblis. En Mhm, général, je reviens toujours dessus, mais il y a des entorses. mhm. Mais une fois que la personne a une entorse, ça revient souvent. Est-ce que c'est le cas à ton cabinet? Tu le remarques? Oui, 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 c'est ce que je disais, on va avoir un vrai problème de récidive. Et pourquoi on a ce problème de récidive? C'est que malheureusement, souvent, quand on fait de la rééducation, on va s'arrêter trop tôt, en fait. Et on va du coup négliger certains paramètres. En fait, on va gérer la partie fonctionnelle. Le patient, on est content. Du coup, on a géré sa douleur, il a plus mal, il commence à remarcher, à retrouver ses activités. Donc, du coup, le travail est fait et on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, sauf qu'au final, eh ben, on va avoir oublié de travailler vraiment en profondeur, du coup, la stabilité de son pied. Et généralement, on relâche le patient trop tôt dans sa vie active. Et donc, il va reprendre ses activités souvent trop tôt avec un pied qui est trop faible ou qui est peu mobile. Et du coup, c'est là où on va avoir un risque de récidive. Ok. Donc, généralement, en fait, il y a le fait pied fort, effectivement, capacité musculaire, et il y a là aussi la possibilité, le facteur mobilité, et notamment la flexion, la mobilité en flexion. Si cette mobilité en flexion n'est pas retrouvée, ok, ça va être un des facteurs de récidive. Depuis quelques années, il y a beaucoup de scientifiques qui se sont posés sur ce problématique d'entorse, hein, beaucoup voilà, de kinés, de médecins, de podologues, et on a défini depuis, je crois, depuis 2022, les critères, certains critères qu'on appelle les critères ROST, qui comprend la force musculaire, justement. On doit mesurer de façon précise avec un dynamomètre pour être voilà, vraiment de façon efficace. La mobilité notamment de la flexion en charge. Ok, voilà, la flexion lorsque l'on est debout. Et ensuite, le côté stabilité, donc proprioception, équilibre, lorsqu'on est capable de tenir en appui sur un pied. Voilà, un peu sur ces paramètres. On va lire cette question, je crois. J'ai eu en entorse le novembre dernier quand je peux reprendre mes courses à pied. Merci d'avance. Alors là, j'ai pas de réponse précise à te donner. Par contre, on va partir sur la cicatrisation ligamentaire. On sait que pour cicatriser un ligament, il faut minimum entre 3 et 6 semaines pour avoir une cicatrisation totale du ligament. Donc,
de toute façon, lorsqu'on a eu une entorse, en fonction de la gravité de cette entorse, on ne pourra généralement pas reprendre avant 3 semaines, ok? Et après, ça peut être 6 semaines et plus, parce que ça va dépendre du type de sport que tu pratiques, ok? Et de ta capacité justement à récupérer ces paramètres de mobilité et de force musculaire, d'accord? Donc du coup, après une entorse, 3 à 6 semaines d'arrêt de sport généralement, et en fonction du sport pratiqué et de la perte de force et du bilan qu'on fait, bah, ça peut être encore un peu plus long, hein. Ok, donc en tant que patiente qui a eu une entorse, est-ce que tu vas ne plus ressentir de douleur ou c'est normal que je ressente un peu de douleur? Ouais, il faut toujours alors décorréler la capacité du coup de la cheville à faire quelque chose et la douleur. La douleur, des fois, c'est un peu un piège. Ok, des fois, on peut avoir des douleurs et des défauts de capacité musculaire, des défauts de stabilité. D'accord? Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est que généralement, on sait que si on a une douleur qui est trop supérieure, donc on a une petite échelle, hein, qui est l'échelle visuelle l'EVA, hein, qu'on utilise, cette cotation, l'EVN, on cote la douleur sur une échelle de 1 à 10, et là, on va se dire qu'il faut généralement ne pas dépasser un seuil de douleur compris au-dessus de 3-4 sur 10, ok, avant de pouvoir reprendre une activité. Donc, il faut que ce seuil de douleur soit inférieur, ok, à 3-4 sur 10 pour envisager une pratique sportive également, hein, ou en tout cas une pratique d'exercice intense. Super intéressant. Tu vois, ça que j'ignorais. Ok. Voilà. Ouais. Euh, Mhm. donc, est-ce qu'il faut plutôt rester en mode passif quand on a une entorse ou plutôt faire des exercices? Il faut bien évidemment faire des exercices. Jana, tu le sais. Allez. Bon, peut-être qu'il faut, enfin, quand c'est trop douloureux, est-ce Oui. qu'il y a un moment où il faut laisser? Alors, on va avoir une phase inflammatoire dès qu'on se casse quelque chose ou dès qu'on a une lésion dans notre corps, on a une inflammation. Cette inflammation, c'est un saignement, un gonflement, voilà. Ça va arriver donc du coup, ça va perdurer dans 24 à 72 heures après la lésion. C'est vrai que pendant ces 72 premières heures, il faut quand même être respectueux de sa douleur et de l'intensité des exercices. Il ne va pas falloir à aller pendant les 3 premiers jours, mais je pense que n'importe qui se fait une entorse et même un professionnel de santé va pas lui dire bon bah on y va dans les 3 premiers jours dessus. Donc on va respecter cette phase inflammatoire. Et surtout, ce qu'il faut faire attention, c'est que cette phase inflammatoire, il ne faut pas la voir, il ne faut pas la diaboliser, surtout pas, puisqu'elle est très importante. Elle va permettre d'amener tout ce qu'il faut au corps pour qu'il puisse cicatriser correctement. D'accord? Donc, durant cette phase inflammatoire, lorsqu'on vient de se faire une entorse, lorsqu'on vient de se faire une lésion du pied ou peu importe, on va éviter de prendre des anti-inflammatoires non stéroïdiens, tout ce qui est voilà, médicaments anti-inflammatoires, vraiment on évite, même les crèmes anti-inflammatoires, on évite jusqu'à à peu près 48-72 heures de la lésion. D'accord? Ça, c'est très important parce que du coup, ça va retarder le processus de cicatrisation si on prend des anti-inflammatoires. D'accord? Donc ça, c'est vraiment, on évite de faire ça. Et on gère cette première phase un peu douloureuse par d'autres méthodes. On peut mettre de la glace qui a un effet antalgique pour pouvoir diminuer le seuil de douleur et on peut prendre du paracétamol qui n'aura pas d'effet sur cette inflammation. Et une fois qu'on a passé cette phase inflammatoire, au bout de J3, eh bien, on peut commencer. On peut aller chercher des exercices de mobilité, même des exercices de renforcement. Sauf que si c'est trop douloureux, on ne les fera pas debout, on les fera assis ou allongés pour pouvoir justement gérer cette intensité et rester dans un seuil de douleur inférieur à 3-4 sur 10. Excellent, excellent, ok. J'ai quelqu'un qui pose la question avec une pathologie bursite et manque de tonicité d'avant-pied. Oui. Oui, une bursite, c'est une pathologie plus complexe, en tout cas avec des facteurs déclenchants, sans doute avec une instabilité du pied. Donc, il faudra faire un bilan complet pour pouvoir proposer quelque chose. Mais en tout cas, effectivement, sur une bursite, et s'il y a une instabilité de l'avant-pied, il va falloir renforcer ce pied, hein, il va falloir y aller. Et la règle, c'est que si cette bursite, elle est douloureuse, bah, toujours pareil, on va moduler l'intensité des exercices pour pas dépasser ce 3-4 sur 10, hein. Super. Merci beaucoup. Dis-moi, pendant cette période d'inflammation, on va dire, est-ce
une chevillère peut être suffisant pour protéger la cheville ou peut-être. Ouais, la question de la chevillère, c'est hyper intéressant, ça. C'est hyper intéressant parce que souvent, on peut entendre un peu de tout sur la chevillère. Voilà. La chevillère, on va être amené à du coup mettre la chevillère du coup pour protéger l'articulation, pour amener à ce que le ligament cicatrise. D'accord? Si j'ai mon ligament qui a été abîmé, Mhm. ok, tac, du coup, là, il a été lésé. Ok, je vais donc essayer d'éviter que ma cheville se retorne parce que si elle se retord, je retire sur mon ligament et du coup, il va pas pouvoir cicatriser. Et donc, c'est pour ça, dans certains cas, quand on a une lésion importante du ligament qu'on va immobiliser, un peu à l'image d'un plâtre pour un système osseux, on va immobiliser pour essayer d'amener une bonne cicatrisation. D'accord? Et encore une fois, on a dans l'esprit que cette chevillère, il va falloir la garder 3 semaines, peut-être, si c'est une entorse très grave et que le ligament a été très abîmé, ok? Parce que 3 semaines, on sait que c'est le temps qui va être nécessaire pour que le ligament cicatrise. Mais après, attention, attention, après la chevillère, il faudra s'en séparer parce que il y a aussi beaucoup de patients qui vont garder cette chevillère comme un doudou. Moi, c'est ce que j'appelle la chevillère doudou. Ok, et ils vont pas pouvoir se passer de la chevillère. Ils gardent leur petit doudou, là, ils viennent en consultation. Voilà, j'ai ma chevillère. Pourquoi j'ai la chevillère? Je sais pas. Elle me fait du bien. Voilà, un côté psychologique, très affectueux, le doudou. Et du coup, là, ça va être une problématique parce que plus on maintient une cheville, plus on maintient une articulation de façon passive, et bien moins le système musculaire travaille. Et du coup, ça va avoir un effet plus délétère que bénéfique. Hein. Et donc, du coup, dans un deuxième temps, une fois que la cicatrisation ligamentaire est faite, il faut enlever cette chevillère, il faut essayer de se passer de cette chevillère. Et c'est là où on va renforcer la cheville. Ok, en tout cas, tu expliques de manière très très claire, même pour le grand public. Hein, je Merci. donc c'est excellent, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut ajouter encore sur la cheville? Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'on est là pour vous, hein, ceux qui nous. Ouais, j'ai vu passer 2, 3 questions. Ah oui, donc combien de temps il faut mettre la glace si on vient d'avoir une entorse? Et pendant combien de jours? Ouais, alors du coup, on va gérer la glace de façon du coup transitoire. Il faut pas plus de 20 minutes la glace sur la partie douloureuse, hein, d'accord? Au-delà de 20 minutes, il n'y a plus d'efficacité montrée de la cryothérapie, donc on dépasse pas les 20 minutes de glace. La glace, on va la garder jusqu'à temps qu'elle est très utile, jusqu'à temps pour gérer cette douleur. Tant qu'il y a une douleur, tu peux diminuer de façon naturelle ton ressenti douloureux grâce à la cryothérapie. La cryothérapie a cet effet antalgique d'inhiber les petits capteurs douloureux qu'on a un peu partout au niveau de nos articulations, les fibres douloureuses, neurales, qui viennent informer notre cerveau. En fait, en glaçant, et ben, du coup, ça diminue le message douloureux et du coup, ça permet de gérer cette douleur de façon naturelle. Donc, tu vas pouvoir l'utiliser quand tant que tu as cette douleur qui est encore présente au niveau de ta cheville. Maintenant, il existe, avant on mettait le simple pack bleu là, de froid, là comme ça, là qu'on posait. De plus en plus, maintenant, il y a des cryothérapies qu'on appelle compressives avec des petites pompes, ok, où on veut venir justement comprimer l'ensemble de l'articulation et qui va renforcer l'efficacité de la cryothérapie, ok, et l'efficacité antalgique de la cryo. Ok, donc le fait de comprimer, est-ce que ça fait comme une chevillère finalement? Oui et non. La chevillère, elle a son rôle de stabilité, ok? Donc elle est là pour assurer le maintien de l'articulation et pas mettre trop en tension le ligament pour pas qu'il y ait un nouvel accident. Mais la compression, dès que tu comprimes, ok? Pareil, encore une fois, t'informes tes tissus de quelque chose, ok? T'informes tout ce système cutané qui renvoie des afférences à ton système nerveux central, ok? Pour traiter ta douleur. Et donc, ça va renforcer le traitement antalgique, entre guillemets, de l'efficacité de la cryothérapie. Ok. Par exemple, pourquoi si quand tu as un enfant, il se cogne, que fais-tu? Il se fait mal à la tête, qu'est-ce que tu fais? J'ai pas le bon rôle, mais T'as pas de bon rôle, mais bon, si tu as un enfant, généralement, en tout cas, moi, ma maman, quand je me cognais la tête parce que j'étais un peu turbulent à l'époque, eh ben, elle venait me voir et elle me frottait.
Ok. Ah oui, Quand tu frottes ton enfant parce qu'il a mal ou que tu t'es fait mal, tu sais, voilà, tu fais ça, tu informes les terminaisons cutanées de cet endroit-là et cette information cutanée va passer devant l'information douloureuse. Du coup, elle va aller plus vite et elle va prendre plus de poids que ton information douloureuse et donc tu vas moins ressentir la douleur. c'est vrai. Voilà. Donc, le fait de comprimer, ça informe ce côté cutané, ok, et ça, du coup, diminue aussi l'information douloureuse. Voilà. Incroyable. Ok. Incroyable Euh, le corps humain. C'est très beau. bon pied, bon œil. L'ostéo ou la thérapie manuelle sont intéressants dans cette pathologie? Si oui, à quelle phase? Donc, Alors, oui, tout à fait, parce qu'on a dit du coup renforcement du pied et on a parlé également mobilité. Mobilité du pied, donc forcément, retrouver la bonne mobilité, eh ben, ça peut passer par de la thérapie manuelle ou une séance d'ostéopathie pour vraiment mobiliser l'articulation. Ok, on va quand même plutôt le privilégier tout d'abord, ensuite, une fois que la phase inflammatoire est passée, donc vraiment après les 72 heures, hein, pour pas qu'il y ait voilà, un saignement ou quelque chose qui soit vraiment trop douloureux à manipuler aussi. Hein. Et plutôt, moi, je le conseille plutôt dans la deuxième phase de prise en charge, donc plutôt vers la fin pour vraiment récupérer les derniers degrés de mobilité du pied. Hein. ok. Et j'ai une question. En torse de pied, on peut en avoir en répétition un an après, par exemple. Je pense que si on renforce pas le pied, comme vient de dire Florian, si Oui. le pied qui reste faible et qu'on n'a pas, on n'est pas allé jusqu'au bout de la rééducation, ça peut revenir. C'est ça? Exactement, c'est exactement. Je n'ai plus besoin d'intervenir, tu vois. Je suis bon public. Alors, on va passer à la partie suivante. On va faire des exercices. Et là, c'est la partie qui plaît énormément à notre communauté. Donc, Ok, ok, donc je vais donner de ma personne. C'est ce moment-là. oula, je vais bouger. Alors, qu'est-ce que tu peux nous montrer comme exo qu'on peut refaire à la maison? Je veux bien, même moi, ça m'intéresse. Tiens. Ouais, tout à fait. Bah, du coup, je vais m'installer hein, pour que vous puissiez voir mes pieds parce que sinon, ça va être pas très parlant. Hop, tac. Montre-nous tes pieds. Montre-nous, j'espère. Est-ce que le cadre est bon? Oui, et surtout, je vois des petits objets qui me sont Cher. très, très familiers. Merci, c'est gentil. Voilà, voilà. Bon, donc, on parlait pour renforcer ses pieds, pour prévenir sa cheville. Tout à l'heure, on a dit qu'il fallait renforcer les muscles extrinsèques. Notamment, je vous ai montré qu'il y a deux muscles qui sont très importants sur la face latérale du pied, que sont le court et le long fibulaire, qu'il va falloir absolument renforcer. Donc, on a des petits élastiques qu'on va pouvoir venir placer de part et d'autre du pied, Ok, comme ceci. Ok. juste un instant. Est-ce que tout le monde voit Florian ou il y a les commentaires qui cachent? Si c'est le cas, je vais désactiver les commentaires. Dites-moi, s'il vous plaît. Est-ce que tout le monde voit ce que montre Florian en exercice? Bon, Je peux continuer. on va continuer. Je pense que s'il ne le voit pas, il le dirait. D'accord. Ok, donc premier exercice. Ok, on met Oui, l'élastique au niveau de l'avant du pied et on va venir écarter. Ok, écarter. Ok, les pieds vers l'extérieur. Ok, en ayant une flexion. Ok, hop, les différents plans et on écarte. Ok, très bien. et ça permet, quels sont les bénéfices? Là, comme je le disais tout à l'heure, du coup, c'est l'exercice qui va permettre de renforcer les fibulaires. Ok, donc ce sont les muscles externes de la cheville, c'est eux en partie qui assurent vraiment la bonne stabilité de la cheville hein, dans sa partie externe. Hein. Ok, donc c'est des exercices qu'on peut faire de façon dynamique en respectant sa douleur dès le début d'une entorse. Hein. Ok, donc ça c'est très important. Ok, on n'hésite pas de le faire de façon bilatérale, donc des deux côtés. Ok, parce que si on a une entorse à droite, il y a peut-être des risques qu'on ait un pied faible aussi de l'autre côté. Donc, on le fait des deux côtés en même temps pour bien renforcer. On peut toujours partir sur des séries de 10 répétitions que l'on fait 3 fois, ok, pour être voilà, en respectant sa douleur, pour commencer. Et après, vous pourrez augmenter le nombre de séries et de répétitions en fonction de si l'exercice devient facile ou pas. D'accord? Ok, Ensuite,
on peut passer assis et faire le même genre d'exercice. OK, d'accord, avec le pied sur le côté. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, on le voit très bien. OK. Voilà. Ça, ce sont des exercices encore pour renforcer les fibulaires que l'on peut faire de façon. Ensuite, j'ai parlé d'exercices pour la partie interne de la cheville aussi, parce qu'on a des muscles là, hein, les 3 muscles tibial postérieur, je répète, long fléchisseur de l'hallux, celui qui concerne le gros orteil et qui est très important quand on a des hallux valgus ou des pathologies de l'avant-pied. Et ensuite, le long fléchisseur des orteils qui passe en dessous et qui vient justement fléchir nos petits orteils. Okay, donc, pour renforcer celui-là, on va venir amener le pied vers le haut, pour renforcer le tibial postérieur. Très important aussi cet exercice pour tous les gens qui ont des pieds plats, qui sont un peu hypotoniques, un peu faibles, justement, un affaissement de la voûte du pied. On peut justement travailler ce tibial postérieur. Donc toujours pareil, 3 séries de 10 répétitions peut-être au début pour commencer, pour ensuite aller un peu plus loin si vous n'avez pas de douleur. OK, donc 3 séries de 10 répétitions. Voilà. Ensuite, vous pouvez utiliser ça. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. OK. À la fois pour renforcer, du coup, un des exercices que j'adore donner à mes patients, justement, je ne sais pas si vous voyez bien. Tu peux décaler un petit peu vers l'intérieur. Nickel. Voilà. Du coup, on pose les gros orteils sur l'équipier. Le pied reste posé et on va faire ce qu'on appelle le pont. Du coup, là, on active le long fléchisseur de l'hallux. Ça permet de creuser le pied. Et là, on renforce de façon vraiment importante les muscles de la partie interne de la cheville et du pied. Donc, le long fléchisseur de l'hallux, qui est en corrélation avec un des muscles importants sur le pied, qui est l'abducteur du 1, l'abducteur de l'hallux, qui tient cette voûte plantaire. D'accord? Donc, voilà, cet exercice, pareil, qu'on peut faire donc en étant debout, assis, on peut même le faire après sur un pied, pour continuer à travailler et mettre en charge progressivement. C'est super intéressant, ouais. Ensuite, on va passer plutôt aux exercices de mobilité. On a dit que l'un des exercices les plus importants à travailler, c'était notre flexion en charge. La flexion, c'est ça. Pour les gens qui, des fois, ne savent pas, qui sont un peu pas du métier, la flexion, c'est quand je plie ma cheville. Et ça, là, c'est très important à venir récupérer cette flexion en charge. On peut la travailler de façon dynamique pour venir un peu travailler, lubrifier cette articulation. Pareil sur une série de 10 répétitions. Et après, ce qu'il va falloir faire, ça va être maintenir cette position maximale, en tenant 30 secondes la position. Et ça, on répète tout ça minimum 2 fois, le cycle. Donc 10 répétitions. Et ensuite, je tiens 30 secondes la position en flexion. Ça, c'est hyper important. Prenez une feuille notée, limite. Ou sinon, on mettra le replay à la fin. Vous pourrez revoir la vidéo. Cet exercice, ensuite, il peut s'accompagner sur les 2 pieds d'un étirement simple des mollets. Je mets bien mes chevilles dessus. Je me penche légèrement en avant. Là, ça étire mes mollets aussi. Donc ça, ce sont 2 exercices de mobilité et d'étirement qui vont être très, 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 très importants pour avoir une cheville stable. Bien. Voilà. Donc, renforcement, mobilité. 3e critère qu'on a vu, c'est l'équilibre. Donc, l'équilibre, on peut utiliser ce genre, toujours d'équipier pour travailler l'équilibre, mais aussi, moi, ce que je dis souvent, c'est déjà, il faut commencer par la base. Juste tenir en équilibre, être capable de tenir en équilibre 10 secondes minimum, les yeux ouverts et les yeux fermés. Une fois qu'on a validé cette phase en équilibre, les yeux ouverts, les yeux fermés, on va pouvoir utiliser des outils différents pour venir travailler sa stabilité. Voilà. Mais ça, pour moi, c'est toujours le dernier et le 3e dernier critère. Il faut d'abord avoir une bonne qualité musculaire et une bonne amplitude pour travailler son équilibration. Si on n'a pas les 2 critères avant, ça ne servira à rien de travailler sa proprioception parce qu'elle sera toujours gênée par les 2 premiers. D'accord, Donc, tout ce qui était rééducation à l'époque, on mettait les gens sur des plateaux instables qui bougeaient beaucoup. Ça, c'est aussi
Pourquoi il y a aussi peut-être aussi autant de récidives? Parce que les gens ne sont pas forcément formés à faire de la bonne rééducation. Ils vont s'attarder à faire de la proprioception alors qu'il faut d'abord commencer par la base, le renfort, et la mobilité. C'est vrai ça. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Et on peut aussi faire des petits massages parce que tu dois connaître pas mal de techniques de massage étant kiné. Oui. Oui, oui, après il y a tout ce qui est massage avec les balles pour pouvoir bien détendre le sous du pied. Pour la Mais cheville, comment on peut faire? ouais, le massage dans les cas d'instabilité et d'entorse, c'est pas l'élément numéro un de la prise en charge. Ça peut arriver s'il reste des douleurs, mais sinon c'est pas l'élément numéro un. Ok. Donc, imaginons si on devait résumer, je suis patiente, j'arrive dans ton cabinet, je te dis que j'ai une entorse et à répétition, à chaque fois ça revient parce que je rééduque mal. Comment on prend en charge? Déjà, ça peut intéresser les gens quand on vient voir un kiné. On peut venir directement sans passer par notre médecin quand on a une entorse. Alors maintenant, oui, il y a eu un texte de loi qui est passé, mais c'est pas encore très bien appliqué et surtout tous les kinés ne peuvent pas le faire. Ok. Ok, donc c'est malheureusement l'accès direct en kiné, c'est pas encore tout à fait du pratico-pratique et ça n'existe pas. Il faut quand même encore faire passer par la case médecin pour avoir des séances de kiné. Donc du coup, malheureusement, c'est toujours en deuxième temps que qu'on arrive pour les entorses de cheville. Ensuite, c'était quoi ta question? Désolé, je me suis Ou perdu. bien, grâce à mon médecin Mmh. qui me confirme que j'ai bien une entorse, donc qui me rend au Oui. kiné, Mhm. viens te voir, c'est quoi, tu commences par quoi? Donc, est-ce qu'on commence directement par étirer, montrer des exos ou comment ça se passe? Moi, alors, s'il y a un gros hématome, un gros œdème, on va quand même gérer cette partie-là. Parce que dès qu'on a un épanchement, c'est-à-dire une cheville qui est gonflée, là aussi, ça va perturber la qualité de récupération musculaire et proprioceptive. Dès qu'il y a de l'eau, dès qu'il y a du sang dans une articulation, encore une fois, nos petits capteurs neurologiques vont être un peu floutés. Ok, et ça va du coup perturber la mécanique du pied. D'accord? Donc, il va falloir, c'est ce qu'on dit souvent, c'est il faut obtenir un membre sec et indolore. Sec, ça veut dire sans épanchement, sans hématome au niveau de l'articulation. Donc, ça va être l'un des premiers, si quelqu'un vient de se faire une entorse et que c'est assez récent, il va falloir drainer, évacuer cette entorse que je prescris souvent et que les patients peuvent mettre, du coup, s'il y en a qui nous écoutent, là, c'est de mettre des chaussettes de contention, justement, du coup, qui vont favoriser le retour veineux et le drainage de cette cheville. Voilà. Donc, on va d'abord s'attacher à faire ça. Et puis, tout de suite, rapidement, hein, on va passer sur les exercices que je viens de vous montrer de renforcement et de mobilité en fonction de ce qu'on aura trouvé. Hein. Voilà. Et ces exos-là, pardon, Pas de problème. à partir de quel âge on peut faire ces exercices? C'est dit. Oui, alors les exercices du pied pour renforcer un pied, en vrai, déjà, il va peut-être avoir juste c'est quelque chose d'assez logique. Il faut attendre que le schéma de marche soit acquis pour l'enfant, hein, qu'on ait un bon schéma de marche, donc entre 2 et 4 ans, donc pas avant 4 ans, ça va être quand même difficile de proposer des exercices de renforcement du pied. Après, on va dans les phases d'évolution moteur de l'enfant. On a plusieurs phases. L'enfant va se construire au niveau moteur, comme quand il apprend à lire et à écrire. Eh bien, il va apprendre progressivement à sauter, à courir, à se déplacer jusqu'à 7 ans. Donc, en gros, on peut dire que déjà, s'il y a vraiment un gros trouble, entre 4 et 7 ans, on peut commencer du renforcement du pied. Si vraiment il y a quelque chose on voit qui se met en place, qui est un peu pathologique, hein, en ayant bien consulté peut-être d'autres professionnels aussi, hein, attention, hein, pas que de la kiné. Et après, à partir de 7 ans, s'il reste un problème vraiment de tonicité, de stabilité du pied, faut y aller, hein, faut proposer des exercices euh, rapidement quand même. Ok, merci beaucoup. De rien. Alors, j'ai pas mal de questions qu'on nous a posées dans les commentaires. Je sais pas si tu as eu le temps de les lire. Non, non,
non, parce que je suis bloqué là. Je sais pas si tu as vu là. J'ai mon, je sais pas comment Non, on peut. commentaire Ouais, sous notre post. ouais, On d'accord. fait Attention. des lire. Oui, vas-y. J'ai donc Catherine Pissenlit qui dit j'ai une cheville qui est nettement moins mobile que l'autre, alors Mhm, que je marche en barefoot depuis des années. mhm. Et ces derniers mois, je fais en plus beaucoup d'exos et renforcement de la cheville et d'étirements, mais c'est comme si ça servait à rien. Il y a un truc qui coince. Ok. Alors, du coup, que tu marches en barefoot, c'est très bien, ça va renforcer le côté musculaire, hein, mais ça ne travaille pas forcément ta mobilité, la mobilité articulaire, hein, ce qu'on a vu, hein, du coup, le fait que ça bloque en flexion, hein, d'accord? Donc, c'est pour ça que j'ai montré des exercices. Il faut aller absolument dans cet exercice-là de flexion en charge, venir travailler et tenir. Vraiment, hein, tenir 30 secondes. Hein. Si on ne tient pas 30 secondes, hein, sur l'élasticité musculaire, c'est comme un élastique, du coup on tire et ça revient et du coup on n'a pas de gain. Donc il faut maintenir les choses pour qu'elles puissent s'ancrer et avoir un effet de gain d'amplitude, d'accord? En tout cas toute seule. Donc du coup, il va falloir travailler autre chose que du renforcement. Pissenlit, je ne sais pas comment, c'est quoi son prénom, mais du coup, il va falloir axer ces exercices sur la mobilité de la flexion en charge. Donc, à voir avec son kiné. Sans doute, ouais, mais travailler dans ça. Et des fois, s'il y a eu un gros trauma, l'articulation est restée fibrosée. Et donc, du coup, il va falloir travailler sur cette articulation-là. Et pourquoi pas aussi une séance d'ostéo ou thérapie manuelle. C'est là où aussi ça peut être très efficace. Ok, super. J'ai Anne Paris-Berry. Bonjour, j'ai les ligaments hyperlaxes et pieds peu stables, hallux valgus, etc. Très sujette aux entorses de cheville. Un renforcement est-il bénéfique malgré les ligaments Oui. hyperlaxes? Et au contraire, si on a vraiment une hyperlaxité, alors il faut qu'on, c'est là où Bon Pied Bon Oeil, je crois que nous a un peu dit tout à l'heure, hein, différent, il y a plein de choses à différencier. Et on peut avoir une hyperlaxité, ce qu'on appelle congénitale, de naissance. On est construit avec le fait qu'on est hyperlâche de différentes articulations. Hein, ça va concerner l'ensemble du corps. Ok, et dans ce cas-là, effectivement, le renforcement, c'est la clé. Il n'y aura pas d'autre solution que de faire du renforcement de ces articulations et notamment donc du pied pour éviter les entorses. Hein. Après, si on a eu une hyperlaxité, donc, mais qui est causée par des récidives d'entorse, là on parle d'instabilité de cheville, là aussi ça va être la clé, mais souvent corrélé à d'autres exercices de mobilité ou voilà, de massage, hein, une prise en charge globale pour lier sur tous les facteurs qui causent cette instabilité. Ok. J'ai une question du coup qui vient de moi. J'entends beaucoup dire que des chaussures montantes, justement, n'aident pas forcément à Ouais. mais sécuriser la cheville quand on fait des Mhm. randos. Vaut mieux pas avoir des chaussures montantes du coup? Ouais. Moi, je suis un grand partisan de ne pas avoir de chaussures montantes parce qu'effectivement, la chaussure montante, c'est un peu comme l'attelle qu'on a parlé tout à l'heure. Ok, on va avoir une pression, on va avoir un grand maintien en fait. Et comme on a un grand maintien, on va pas avoir d'efficacité de système musculaire. Ok, donc si on n'est pas trop dans l'instabilité de sa cheville, ok, eh ben, du coup, il faut privilégier de continuer à renforcer, à stimuler cette cheville. Donc, autant mettre des chaussures plutôt basses qui vont libérer la cheville et faire confiance à son système musculaire pour le renforcer. En revanche, si on a une grosse randonnée, qu'on s'est fait une entorse récemment, que c'est pas encore soigné à 100% et qu'on veut absolument faire cette randonnée, bah, peut-être que la chaussure montante va être utile. Encore une fois, il ne faut pas tout jeter, il ne faut pas être catégorique dans ces positions. Mais de façon globale, on doit aller plus vers une chaussure quand même quand tout va bien, qui est basse, plutôt qu'une chaussure qui est montante. Ok. C'était intéressant d'avoir ton avis en tant que... Ouais, tout à fait, c'est une très bonne question qu'on retrouve assez souvent. Moi, l'autre jour, j'ai piqué ma mère qui fait de la randonnée, qui allait s'acheter une paire de chaussures montantes et je lui ai dit, mais maman, pourquoi? Why? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? consulter avant. Ouais. Ah ouais. Mm. Donc, j'ai Clément qui me dit, enfin, qui nous pose la question, dans le cadre des entorses de cheville, à partir de quel moment conseiller la mobilité pied-cheville?
Est-ce que le délai de 3 semaines, un mois d'attel impose une reprise de la mobilité qu'à partir de ce moment? Ou bien est-ce que c'est conseiller la mobilité rapidement après blessure à distance de la zone lésée via les orteils et l'avant-pied peut favoriser une meilleure récupération? Je pense que c'est un podologue ou un professionnel de Oui. santé. Je pense que Clément, il a déjà la réponse à sa question. S'il dit ça, c'est qu'il a déjà une très bonne idée de ce qu'il faut faire. Et je pense qu'effectivement, quand on a une zone qui est lésée au départ, mais comme je disais, on est obligé des fois de stabiliser, d'immobiliser pour avoir une bonne cicatrisation. Donc, on ne va pas aller se jeter tout de suite sur la mobilité de cette cheville. On va peut-être patienter un peu, commencer à distance, effectivement, comme il le dit très bien, sur l'avant-pied, sur les muscles intrinsèques du pied, justement et patienter pour qu'il y ait une cicatrisation avant d'aller chercher cette mobilité. Ouais. Très bien, Clément. Oui. Au plaisir de te voir sur Physiotrauma. On lit juste la question. Bonsoir à tous. Pas mal de patientes féminines d'un certain âge ayant travaillé longtemps en talons se sentent mal à l'aise à plat. Quel exercice puis-je leur donner? Plutôt renfort du pied ou, Et, ou effectivement. étendre triceps, ayant souvent des douleurs de dos en consultation. Oui, alors pourquoi les patients qui ont marché en talons vont avoir des douleurs de pied, entre autres du mollet? Parce que du coup, ils vont avoir rétracté le triceps derrière, hein, puisqu'ils vont être tout le temps en extension, comme ça, ok? Ils vont avoir perdu la capacité justement d'aller en flexion, ok? Et donc, du coup, l'avantage comme elle vient de dire, il va plutôt falloir aller vers des étirements détente du mollet, du triceps, ok? Pour pouvoir justement améliorer cette patiente et qu'elle soit plus confortable une fois qu'elle marche à plat, parce qu'au final, elle a perdu la capacité de son mollet à se détendre et à venir travailler cette flexion. Super. Je viens de voir un dernier commentaire qui est tombé il n'y a pas longtemps, mais je crois qu'on a déjà répondu du coup. Bonjour, j'aurais souhaité vous poser quelques questions à propos des entorses, car j'effectue un dossier sur ce thème dans le cadre de mes études. J'aurais aimé avoir quelques conseils sur le renforcement des chevilles que l'on peut conseiller à nos patients et savoir la raison de pourquoi les patients en randonnée, je crois que par exemple, se sentent mieux dans des chaussures à tige basse plutôt que moyenne ou haute alors qu'ils sont pourtant sujets à des entorses. Bon, bah, voilà, on a déjà pris de l'avance sur les Oui, oui, questions. C'est ça, je c'est n'ai ça, pas lu c'est tout ça. à l'heure. Du coup, comme Florian a dit, vaut mieux préférer justement des tiges basses. Mais si le patient a des entorses à répétition, Ou que c'est encore trop frais, plutôt dans le cas que l'entorse n'a pas encore été consolidée totalement et qu'il a vraiment cet impératif de randonnée avec ses copains, avec ses copines et qu'il doit le faire, comme un sportif de haut niveau qui doit se préparer pour une compétition. Si demain il doit jouer la demi-finale de Ligue des Champions et qu'il s'est fait une entorse, il faut qu'il la joue. Du coup, on va adapter, bien sûr, le chaussage, on va adapter les choses. Mais si dans un cas global, ça va plutôt bien, on va vers la chaussure basse quand même. ok. Est-ce que vous avez des questions? C'est le moment. On a un kiné devant nous qui nous donne son temps, donc n'hésitez pas. Même les questions un peu plus générales sur le renforcement, pas forcément, hein, vous pouvez y aller. Du coup, pour tous les professionnels de santé qui sont présents quand même, parce que si elle fait son mémoire, hein, j'invite à venir s'inscrire sur Physiotrauma aussi. Du coup, c'est gratuit pour les étudiants pendant leurs études, hein. Il y aura tous les exercices et des programmes d'auto-rééducation déjà compilés sur notre base de données. Donc, du coup, il ne faut pas hésiter à s'inscrire. C'est gratuit pour les étudiants, ok? Et ça permet d'avoir le contenu. Oui, donc Physiotrauma, c'est une application à la base faite pour les professionnels de santé. Oui. Il peut avoir des kinés, des 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 kinés, des podologues, des médecins, des chirurgiens. Ils ont une base de données de plus de 450 exercices, des programmes référencés sur la cheville, sur le genou, etc. Et du coup, ils peuvent s'appuyer dessus pour donner les exercices et envoyer les exercices à leurs patients sur l'application Trauma pour que le patient puisse bien faire son exercice, bien réaliser l'exercice avec la vidéo qui va bien. Ok. Il y a Nico Le Podo qui dit super appli, je conseille. Il y Merci en a. Nico, je le connais. Euh,
J'ai une question. Depuis que j'ai eu une entorse, mon tendon d'Achille me fait mal et je n'arrive plus à m'en débarrasser. Ok, c'est l'une des conséquences, hein, souvent, hein, des fois, quand on va avoir une entorse de la cheville, et ben, du coup, les muscles qui sont autour vont compenser. Ok, et à force de compenser, on peut créer des tendinopathies, on peut créer des lésions, des douleurs, ok, tendineuses, et ça peut être malheureusement le cas. Si ton tendon a trop compensé, il peut avoir souffert, et du coup, tu peux déclencher une tendinopathie. Et là, en plus de traiter ton entorse, malheureusement, il va falloir également traiter ton tendon. Mais peut-être qu'on Ok. en parlera dans un autre live, les problèmes de tendons des pieds. J'ai bonjour, combien de temps attendre pour une reprise de sport après une opération des hallux valgus en percutané? Alors, on avait fait juste avant un live un chirurgien, mais peut-être que tu connais, Florian, la réponse. Oui, alors déjà, il va falloir attendre que ta consolidation soit faite, hein, de l'os, hein, parce que le chirurgien du coup a coupé un peu ton os, va avoir stabilisé cet os, donc cette consolidation, quand même, généralement, on dit qu'elle va être complète aux alentours de 3 mois. Ça peut être peut-être avant en fonction des techniques chirurgicales qui sont employées, mais généralement, avant 3 mois, c'est quand même très compliqué d'envisager une reprise sportive pour ce cas-là. Et encore une fois, après, ça va dépendre de ta récupération aussi musculaire, de tes capacités, comment tu vas avoir retrouvé ta force dans ton pied pour reprendre surtout en toute sécurité. Ok, alors, merci. Sur une pathologie inflammatoire, généralement, que conseilles-tu entre détente, massage et ensuite renforcement? Je ne sais pas si je suis claire. Alors, si c'est une pathologie inflammatoire tendineuse, hein, je pense que c'est ça qu'elle veut parler, le renforcement sera la clé. On va traiter le tendon exclusivement et principalement pour amener sa guérison par du travail de renforcement excentrique notamment, c'est une caractéristique de contraction. Il va falloir forcément renforcer ce tendon. Si tu ne renforces pas ce tendon, tu vas traîner ta tendinopathie, ta pathologie inflammatoire ad vitam aeternam, donc il faut aller vers le renforcement. Ok, j'ai une question pour toi, Florent. Est-ce que tous les kinés sont assez calés comme tu es au niveau des pieds ou tu as fait une formation? Enfin, comment tu fais pour savoir tout ça? Comment je fais pour savoir tout ça? Parce qu'il y a J'ai étudié à l'école, je mets mes lunettes des fois et puis j'ouvre des livres. Oui, donc tous les kinés sont quand même habilités à se former. Après, comme je disais, les prérogatives ont quand même bien évolué ces dernières années, donc il faut se tenir à jour, faire des formations, être curieux pour pouvoir continuer à progresser dans sa manière de prendre en charge. On ne prend plus en charge des chevilles comme on les prenait il y a 10, 15 ans ou 20 ans, même quand moi j'ai été à l'école au début. Donc du coup, faut rester attentif, faut continuer à se former, voilà. Et après, il faut être passionné. La passion, ça aide mais tu à- fais ça. des formations pour les pieds, non? Oui, donc moi en plus, bah du coup, on m'a sollicité parce que j'aime bien parler des pieds. Pourquoi j'aime bien parler des pieds aussi? Parce que dans mon cursus, moi j'ai fait ostéo et j'ai cette approche posturale avec, comme je disais, pour moi l'intégration du pied qui est la base euh, pour une partie de notre posture. Et donc sans un bon pied, on n'aura pas une bonne posture. Et donc c'est aussi pour ça que du coup, on m'a sollicité pour faire des formations. Donc je donne une formation à destination des podologues, des kinés et des ostéos pour justement être très au point sur les pathologies du pied et de la cheville. Donc voilà, avec un organisme qui s'appelle Connaissance Évolution. Et voilà, donc, je suis formateur, je suis passé de l'autre côté depuis peu, depuis 1 an. Je ne suis plus que, pas que élève, je suis aussi formateur. Ok, C'est très enrichissant. en tout cas, tu expliques bien, donc c'est peut-être pour ça. Merci, Sur un Liliane. faire, tu commences directement par du renfort. J'ai l'impression que j'ai beaucoup de professionnels de santé. D'accord. Pourquoi j'ai pas entendu du coup ça, ça a coupé, je dois commencer à être. Sur un, sur un sévère, tu commences directement par du renfort. Alors, ce verre, c'est une pathologie Ah,
ouais, une pathologie un peu complexe, on va pas pouvoir. Mais oui, il va falloir faire du renfort, mais attention au seuil douloureux quand même hein, du patient, ok? Maîtriser ce seuil douloureux. Il va falloir sans doute faire du renforcement pour corriger aussi les troubles statiques que l'on peut être corrélés à l'apparition de ce verre. Hein. Donc, du coup, peut-être corriger cette hypotonicité du pied, de l'avant-pied. Donc, aller travailler plutôt à distance, pas directement sur le sévère, pour stabiliser le pied. Et faire attention aussi aux étirements parce que ça fait une force de traction supplémentaire. Et donc, ça peut être générateur à nouveau de maintien de la pathologie. Ok, merci beaucoup. J'ai Ambre qui demande, est-ce que plutôt bien, avant la réalisation d'une semelle orthopédique, de recommander à notre patient une séance d'ostéopathie afin de mettre de côté certaines malpositions ou inégalités de longueur? Oui, oui, alors moi j'ai souvent ce débat-là, hein, parce que du coup, vu que je suis formateur auprès de podologues, c'est à quel moment on va faire les semelles, à quel moment on intervient les autres professionnels. Hein, ça, c'est vrai que c'est un vrai débat qui est assez long. Moi, dans ma pratique moi professionnelle, c'est vrai que j'aime bien faire la séance d'ostéo avant la consultation chez le podo parce qu'on va justement modifier un peu posturalement après le fait qu'on retrouve plus de mobilité, qu'on ait plus peut-être une meilleure stabilité après. Du coup, ça va avoir un impact forcément sur la semelle que va faire le podologue. Donc, c'est vrai que faire une séance d'ostéo en amont, c'est quand même plutôt bien par rapport à la réalisation des semelles. Super intéressant. Franchement, vos questions sont top, hein. Euh, Nico Lepodo, les kinés n'aiment pas le pied, humour. Nico, tu sais bien que c'est faux, vu que je suis kiné et que j'aime le pied. Voilà. Mais tous les kinés, effectivement, ne sont pas aficionados du pied. Ils vont peut-être, voilà. Mais pourtant, il y en a qui aiment le pied. Après, voilà, il faut Bah, pas ça, tomber c'est sur. le taf pour les podos, donc c'est c'est Et pas encore une fois, il y a de la place pour tout le monde. Et ce que je dis souvent en formation, vu qu'on a une grosse problématique de récidive d'entorse de cheville, hein, comme on a pu le voir et comme les questions sont posées, c'est que tous les professionnels vont avoir un rôle hyper important à jouer, et notamment les podologues, puisqu'ils vont voir souvent à distance le patient. Nous, le kiné, on va souvent le voir à J2, J10, et le podologue, lui, va peut-être le voir après 6 mois, après un an, et donc du coup, il va pouvoir bilanter de façon peut-être vraiment plus précise le patient, et du coup, il va avoir son rôle à jouer justement pour éviter les récidives. Pour moi, l'apport podologique et l'apport du bilan du podo est hyper important dans ce cas-là pour prévenir les récidives, et vous avez un grand travail. On a déjà échangé ensemble, Nico, là-dessus, et ça, voilà, c'est hyper important que vous preniez cette part du travail voilà, qui est important pour les patients. J'aime beaucoup. On va faire vite, il est Oui. déjà 30. Ouais, il va falloir que j'aille coucher ma fille bientôt. Ok, on va faire rapidement les dernières questions. Est-ce que je peux conseiller du chaussage barefoot chez des enfants avec pied valgus, troisième, quatrième degré? Là, c'est une question intéressante. Alors, je pense que presque les podos seraient plus calés que moi pour répondre à cette question. Si vraiment on est déjà sur un pied plat vraiment important, peut-être pas. Après, ça va dépendre de la douleur de l'enfant. Ça va dépendre de plein de choses, hein, je pense. Hein. Et c'est pas, voilà. Et là, pour le coup, les enfants, faut éviter de faire beaucoup de généralités. Je pense que marcher pieds nus, marcher avec des barefoot, oui, forcément, ça va stabiliser le pied, ça va aider à l'encourager à renforcer ce pied-là. Mais bon, s'il est déjà vraiment très pathologique, peut-être qu'il a quand même besoin d'un maintien pour pouvoir éviter d'autres problématiques. Hein. J'ai la podo qui nous dit attention aux normes pédiatriques sur les pieds Oui, valgus. et voilà, raison, je pense. Euh, Petite question. Bonjour, que faire pour pallier la perte de sensation de faiblesse musculaire au niveau du pied et bras? Du pied et bras. Donc pied et le bras.
Là, c'est euh, du renfort. Encore une fois, si on a une perte de sensibilité, attention après, si on a un côté neurologique qui est installé, il faut quand même avoir un bilan plus complet. Attention voilà, des choses qui sortent du contexte traumatique ou du contexte musculaire. On a des pertes de sensibilité, des fourmillements, ces signes-là. Ok, c'est des choses plus vastes. Il faut prendre le temps de consulter. Je ne peux pas avoir de réponse comme ça. Ok, parfait. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Est-ce que, avant de partir, tu veux nous annoncer peut-être à des événements? Moi, je vais annoncer pas mal, mais si tu as des choses. Oui, donc à destination de tous les professionnels de santé, du coup, moi, je suis sur Bordeaux. J'organise un congrès qui est pluriprofessionnel parce que pour moi, c'est hyper important de travailler tous ensemble, donc médecins, chirurgiens, kinés, podologues, ok. Ce congrès aura lieu le 28 juin, c'est gratuit, voilà, faut s'inscrire. Je vais sortir des flyers et le QR code à partir de vendredi, du coup, et c'est un événement que ouais, vous pouvez venir, ça sera l'occasion d'échanger sur les pathologies du pied, avec des chirurgiens, avec des kinés, avec des podos justement qui vont intervenir, qui vont donner leur point de vue par rapport à ça. Ok, et échanger aussi autour d'un sujet qui me tient à cœur, qui est l'auto-rééducation de nos patients, du coup, qui est le cœur même de Physiotrauma, ok, de pourquoi j'ai créé Physiotrauma, pour amener les patients à être autonomes dans leur rééducation et à suivre les exercices qu'on leur conseille. Donc voilà, donc pour tous les professionnels, venez le 28 juin à Bordeaux me rejoindre. Je repartagerai ton événement avec grand plaisir. Et d'ailleurs, si je peux passer, ça sera avec grand plaisir. Et je poserai la question à Arnaud qui est là, je crois. Alors, juste avant qu'on se quitte, je voulais absolument vous parler de notre salon Santé Pied. C'est notre deuxième édition, c'est le 17 mai à Paris. Donc, on a loué un loft sur 2 étages. On va vous mettre à disposition des marques responsables, des marques françaises qui vont exposer des chaussures anatomiques ou barefoot. Il va y avoir bien sûr la marque Santé Pied, d'autres marques qui vont beaucoup vous plaire. Venez. Tout est là pour la santé de vos pieds et on va surtout faire des conférences avec des professionnels de santé aussi pour répondre à vos questions sur les chaussures, le renforcement musculaire et on va avoir des petits ateliers aussi. Donc pour toutes les questions concernant le salon, vous pouvez m'envoyer un message et sinon, je mettrai bientôt l'affiche officielle. Et juste derrière, tous ceux qui sont de Lyon, qui vont regarder cette vidéo, on organise le 25 mai une course pieds nus au Parc Tête d'Or sur de la pelouse. Ne vous inquiétez pas, pas de blessure. Surtout, il va y avoir une tente soins des pieds avec l'association Podonova qui va s'occuper de vos pieds, des pieds des coureurs. Et aussi, nous, en Santé Pieds, on sera là aussi avec nos petits produits pour vous montrer des exercices. Donc voilà, merci beaucoup à tous. Je viens de voir les remerciements, c'est super gentil et à très vite pour d'autres lives. Merci Florian, surtout. Avec plaisir, à bientôt. À bientôt, bonne soirée.